Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo ou vlog, je sais pas trop, c'est les deux en même temps aujourd'hui. En fait j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très particulier, mais j'avais envie de vous faire un vlog en même temps parce qu'aujourd'hui on se trouve à Mitaka et j'aimerais bien vous faire découvrir un petit peu cette ville. Malgré le fait qu'il fait actuellement 36 degrés, je suis en train de mourir et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis venue en vélo. Il est actuellement midi, ça veut dire que le taux d'UV est au pic. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi je fais ça. En même temps que ce vlog qui vous présente un petit peu Mitaka, j'aimerais bien aussi vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, comment le Japon a changé ma vie. Et pourtant cette année ça va faire que 7 ans que je suis ici, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même je sens qu'il y a eu des changements majeurs dans ma mentalité, dans ma façon d'être, et je crois sincèrement que c'est le fait d'être au Japon qui m'a changé de cette manière-là. Si j'avais passé ces 7 années-là en France, je suis sûre que ça aurait été différent. Et alors, rien à voir, mais c'est très bizarre, vous entendez les cigales derrière moi? Et ben j'ai l'impression que ça me fait zozoter. Je pense que c'est une espèce d'hallucination sonore, mais c'est très étrange et je suis sûre que ça va s'entendre aussi à la caméra. Enfin bref, vous savez, quand moi je suis arrivée au Japon, enfin en tout cas avant d'arriver pour vivre ici, j'ai voyagé plein de fois, je suis venue 5 fois ici en voyage et j'ai aussi fait mes études à l'INALCO. Avant de m'installer ici, j'avais déjà déconstruit les idées reçues que je pouvais avoir sur le pays. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui viennent ici, que ce soit en voyage ou même pour vivre ici et qui ont énormément d'idées reçues et de peurs qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Je pense notamment au tatemae. Alors ça, il va falloir qu'on en parle dans la vidéo absolument. Je me souviens que quand je suis arrivée au Japon pour m'installer, malgré le fait que je connaissais déjà bien le pays, j'avais énormément de peur. Comme j'étais tatouée, j'avais des piercings et j'avais un style assez alternatif, j'avais super peur du regard des gens normaux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si je dois comparer à quand j'étais en France et quand j'étais à Tokyo, on me fait des compliments en me disant que j'étais jolie, que j'avais des beaux cheveux, parce que j'avais les cheveux blonds décolorés à l'époque où je me faisais des couleurs roses, bleues, etc. Au pire du pire, j'avais des profs qui me faisaient des blagues sur mes cheveux. Voilà. À part ça, vraiment, j'ai jamais eu de remarques bizarres ou quoi que ce soit sur mon style. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur de venir au Japon, des personnes qui sont tatouées, etc. Mais vous inquiétez pas, hein, vraiment ça se passe très bien. Je pense que les gens ils vous trouveront stylé ici. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous présenter le sponsor d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Alors CyberGhost, c'est un des meilleurs VPN du monde avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note presque parfaite sur Trustpilot basée sur plus de 20 000 avis. C'est super simple à utiliser et surtout très utile au quotidien. Concrètement, ça permet de changer virtuellement votre localisation. Donc si jamais vous vous trouvez en France, vous pouvez mettre un VPN aux États-Unis ou au Japon si vous voulez regarder du contenu japonais par exemple. Et ça vous permet de débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming dont Netflix, Disney+, Video Prime, Prime Video, je sais plus comment on dit. Et donc ça vous permet d'avoir un catalogue beaucoup plus fourni que ce que vous avez de base dans votre pays. Mais CyberGhost VPN, c'est pas que pour le divertissement, c'est aussi essentiel pour protéger votre vie privée en ligne. Parce qu'on a tendance à croire que le mode incognito suffit, mais non, pas du tout. Que ce soit votre fournisseur d'accès internet, votre école, votre entreprise, peu importe, tout le monde a accès à ce que vous faites en ligne et ça fait peur. Mais avec CyberGhost VPN, tout votre trafic est chiffré et redirigé vers des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays. C'est rapide, efficace et personne ne peut savoir ce que vous faites en ligne, même pas eux. D'ailleurs, je sais qu'en France, en ce moment, il y a certains types de sites pour adultes qui sont interdits. Eh bien, sachez qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez déjouer cela. Et c'est compatible avec tous les appareils, que ce soit iPhone, Android, Windows, Mac, tout. Et en plus, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc vous pouvez partager, si vous le souhaitez, votre abonnement avec votre famille ou avec vos amis. Et donc en ce moment, avec le lien qui est dans la description, vous pourrez bénéficier de 4 mois gratuits et 83% de réduction. Et si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez qu'il y a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et un service client qui est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc avec ça, vous n'avez aucun risque. Voilà, c'est un excellent produit que je vous conseille vivement et en vous inscrivant avec le lien qui est en description, ça me permet aussi de faire vivre la chaîne et à faire encore plus de contenu comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, nous, on continue la vidéo. Vous avez vu, ça c'est ma dégaine de protection du soleil quand je suis à vélo. Le casque forcément, les lunettes de soleil, les mitaines et ça c'est le poncho anti-UV. Voilà, j'ai la totale. Mais au moins je suis sûre de ne pas prendre de coups de soleil avec ça. Et donc voilà, là on est arrivé à l'endroit phare de Mitaka, je pense que c'est un des spots les plus connus de la ville vraiment. C'est le musée Ghibli, c'est un des seuls endroits physiques qu'on peut visiter officiels
du studio Ghibli, qui est vraiment très très cool. J'y suis déjà allée une fois et j'ai beaucoup aimé, et si j'ai l'occasion d'y retourner un jour, j'y retournerai. J'ai l'impression de devoir crier à cause des cigales, c'est un truc de malade. Enfin bref, maintenant on va bouger dans un endroit un petit peu plus au frais parce que je vous avoue que là j'ai tellement chaud. Ça y est, je suis bien arrivée dans le café où je voulais aller. Je vais parler tout doucement parce que j'ai pas du tout envie de déranger les gens qui sont autour de moi. C'est un tout petit café ultra mignon. J'ai demandé l'autorisation pour filmer, on m'a dit que c'était ok, mais voilà, je veux déranger personne. Arigato gozaimasu. Oh, j'ai un joli thé qui a l'air très très bon, il y a une très jolie tasse en plus. C'est pas du tout un thé, c'est une soupe miso. Oh, c'est super bon. Avant que les plats arrivent, du coup, j'aurais bien aimé vous parler de ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de moi, mentalement, psychologiquement. J'ai vraiment l'impression d'avoir complètement changé, en fait, depuis que je vis au Japon, et en bien. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, il y a eu une espèce d'évolution, mais je dois vous avouer aussi que quand j'étais en France, quand j'étais enfant, ou même plus tard quand j'ai commencé ma vie de jeune adulte, parce que je suis partie de France à 24 ans, donc je suis pas restée si longtemps que ça non plus, je me suis toujours sentie en décalage par rapport aux autres, que ce soit à l'école, que ce soit avec des amis, avec des connaissances, etc. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Je sais pas si c'est vraiment ça, c'est un peu dur de dire ça. Tout ça pour vous dire que ce sentiment de décalage, je ne le retrouve pas ici au Japon, et je trouve que c'est assez drôle dans le sens où je suis quand même étrangère ici, je suis pas du tout dans mon pays d'origine, donc le fait de me sentir plus moi-même, plus naturelle ici, c'est quand même bizarre, mais c'est le cas. Je me sens plus à l'aise en tout cas ici dans mes principes et dans ma manière de penser. Petit à petit ici, en vivant et en apprivoisant mon quotidien, j'ai l'impression d'avoir retrouvé foi en l'humanité. Quand j'étais en France, je sais pas si c'est parce que je m'étais entourée de mauvaises personnes ou parce que j'étais dans des environnements qui étaient un petit peu toxiques. C'est certainement à cause de ça. Je pense pas que ce soit comme ça en France de partout. Enfin, je suis sûre même qu'il y a des endroits en France où ça se passe très très bien. Et peut-être même vous qui me regardez aujourd'hui, vous êtes très heureux dans votre vie et je vous le souhaite. En tout cas, moi quand j'étais en France, j'ai un petit peu connu le pire de l'humain. J'ai vécu énormément d'agressions quand j'habitais à Marseille et à Paris. Vous allez me dire oui, mais forcément Marseille et Paris, bah oui, j'ai pas vraiment eu le choix de vivre ailleurs que dans ces deux grandes villes, sauf quand j'étais enfant et qu'on vivait à La Ciotat. Donc forcément, quand on est dans un environnement qui est assez négatif et toxique comme ça, on a tendance à se crisper. J'avais l'impression d'avoir vraiment une carapace sur mon dos. Je m'en rendais même pas compte à l'époque, c'était la normalité pour moi. C'est vraiment en venant vivre ici que je me suis rendu compte que waouh, mais c'est tellement pas normal en fait de se sentir comme ça. Et c'est quelque chose que moi je ne vis plus ici et je m'estime ultra chanceuse en fait de pouvoir vivre dans un pays où la sécurité c'est la normalité. C'est juste normal de pas avoir peur ici. J'ai l'impression que en vivant ici, en m'habituant à la sécurité ambiante qu'il y a au Japon, ça m'a un petit peu permis de me recentrer dans le sens où j'avais plus besoin de penser tout le temps à faire attention à ce qu'il y a autour de moi, à faire attention à ne pas me faire agresser en fait, à ne plus être sur la défensive H24. Et donc voilà, avoir retrouvé confiance en l'humain quand même, c'est quelque chose qui m'a profondément changé, je pense. Je vous parle de sécurité ambiante, etc. Mais c'est les personnes qui sont ici, qui vivent ici, qui font en sorte que tout se passe bien en fait. On se rend compte qu'il y a une bienveillance de partout. Les gens sont ultra bienveillants les uns envers les autres. Et c'est ça qui fait qu'on a ce sentiment de sécurité et qu'on se sent bien. Arigato gozaimasu. J'ai reçu mon plat, je vais vous montrer ça et je vais goûter. Et juste après, j'aimerais bien vous parler du tatemae parce que ça, je vous avoue que j'ai vraiment envie de le débunk. Je pense que mon mari l'a déjà fait, mais je vois encore beaucoup de gens qui en parlent et qui ont peur de ce fameux tatemae. Et moi, j'ai trop envie que vous ayez plus peur de ça parce qu'en vrai, c'est tranquille, vous inquiétez pas. Souvent, ce qui est bien dans les cafés comme ça, c'est qu'ils vous proposent des petits plats faits maison. Vous voyez par exemple cette assiette qui est ultra bien garnie. Généralement, c'est beaucoup de produits de saison, beaucoup de légumes aussi. Là, je vois une petite assiette avec du goya dedans. Le goya, je vous en ai pas parlé dans ma dernière vidéo qui parle de la culture à Okinawa, mais ça fait partie des aliments phares de la cuisine d'Okinawa et c'est super bon. Ça me rappelle un petit peu mon voyage, ça me rend nostalgique. Nous arrivons à notre prochaine destination. On va dans un endroit, c'était pas prévu du tout qu'on y aille aujourd'hui. En fait, pour vous dire toute la vérité, je voulais vous amener dans une galerie d'art, mais c'était impossible de trouver une place de parking pour mon vélo. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va chercher un autre endroit à visiter ici. Et j'ai trouvé
une petite pépite, je pense, ça a l'air d'être très rigolo. C'est un musée sur les insectes. Et ce qui est assez étrange, c'est que ça se trouve dans une maison. Là, je suis entrée vite fait pour demander au monsieur si on pouvait payer en carte. Évidemment, ça a l'air d'être un truc minuscule, donc on ne peut pas payer par carte. Il faut que j'aille au combini pour retirer de l'argent. Heureusement, il y a un combini juste à côté. Mais quand je suis entrée dans la maison, l'ambiance, déjà, c'était tout sombre. Il y a des tatamis par terre, il faut enlever ses chaussures à l'entrée. Et littéralement, c'est une maison, quoi. On va chez quelqu'un. J'ai très hâte de vous montrer les images du musée là, je pense que ça va être assez rigolo. Je sors du Lawson là à l'instant et je vous avoue que je m'y attendais pas trop, mais ça paraît logique. À l'intérieur il y a plein d'affiches Ghibli et il y a même du merch. Il y a des omiyage avec des produits Ghibli, genre des petites peluches, des sacs, des cups, enfin plein de trucs. Miyazaki Hayao, c'est lui-même qui a décidé d'ouvrir le musée à cet endroit-là, parce que déjà lui il habite dans l'ouest de Tokyo depuis longtemps, donc comme Mitsu et moi, il préfère cet endroit-là comme lui. En fait il tenait à ce que le musée il soit loin du tumulte urbain, du tumulte de la ville. Le musée, il faut savoir qu'il a été construit pour être un lieu vraiment vivant et pas juste une vitrine du musée Ghibli. Il fallait vraiment qu'il y ait une forêt autour, quoi, pour que vraiment ça colle à l'image du studio, à l'image des films qui sont créés. Sur ce, ceci était une petite parenthèse dans la parenthèse et nous on va aller voir ce musée. Il faut aussi que je vous parle du Tatemae, il faut pas que j'oublie. Bon, je viens de sortir du musée, c'était minuscule, hein. Clairement c'était juste une pièce. Mais il y avait plein de scarabées différents qui étaient exposés et le monsieur à l'entrée il était adorable, ça se voyait qu'il était passionné par ça. Il m'a même laissé toucher 2 scarabées qu'il avait en captivité. Et c'est trop marrant parce qu'ici il y a plein de gens qui sont passionnés par les insectes, enfin qui ont des passions comme ça, qui sont très centrés sur quelque chose. Et vous voyez, là le monsieur, ça se voit qu'il a ouvert ça par passion, je suppose qu'il doit vivre au-dessus. Il a ouvert ça au public pour que les enfants, pour que les gens qui partagent sa passion viennent voir et tout. Vraiment n'hésitez pas à y aller si vous aussi vous êtes passionné par les insectes. Ce genre d'endroit c'est trop bien, c'est trop mignon. Et me voici de retour dans les bois pour vous parler d'une chose qui fâche beaucoup, le tatemae. Alors qu'est-ce que c'est le tatemae? En gros, c'est la façade sociale, c'est ce qu'on montre en public pour rester poli, pour préserver l'harmonie, éviter les conflits. Il est souvent opposé au honne, qui lui représente ce qu'on pense et ce qu'on ressent vraiment au fond de soi. Pourquoi le tatemae c'est aussi mal compris et surtout exagéré? Sur internet, je vous jure, il y a des gens qui s'empêchent de venir au Japon parce qu'ils disent ah ouais mais moi le tatemae vraiment je peux pas, l'hypocrisie des japonais et tout c'est mort. Mais non, il va vraiment falloir qu'on débunk ça ensemble. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une forme de respect collectif. Je sais que dans beaucoup de cultures, dire ce qu'on pense directement c'est vu comme une forme d'honnêteté, sauf que dans d'autres cultures comme la culture japonaise, le plus important en fait c'est de pouvoir préserver une harmonie du groupe, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde se sente bien, tout le monde se sente tranquille et pas agressé dans les propos de l'un ou de l'autre. On va éviter les confrontations qui sont inutiles. Il faut pas voir ça comme une forme d'hypocrisie ou de mensonge, mais plus comme quelque chose qui est nécessaire pour préserver un petit peu l'intégrité des gens, l'envie de ne pas blesser la personne qui est en face de nous. Et donc à cause de ça, il y a une autre idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est qu'on ne peut jamais savoir ce que pense un japonais. Et ça c'est complètement faux, mais en fait il faut savoir lire les signes qui sont indirects. Je veux dire, ça se voit dans les silences, ça se voit dans les gestes de la personne. En fait, voilà, je pense que c'est surtout un souci de lecture qu'on n'a pas forcément quand on est habitué justement à dire les choses directement, quitte à blesser la personne d'en face. Alors que ici vraiment, tout ce qui est gestuel, tout ce qui n'est pas dit, en fait c'est des choses que les gens savent lire. Et c'est vrai que ça, moi c'est quelque chose que j'ai l'impression que je connaissais déjà même avant de venir au Japon. Je pense que ça a peut-être été fait dans la manière dont j'ai été éduquée, la manière dont j'ai évolué, je sais pas trop exactement pourquoi, je vous avoue. Pour moi c'était quelque chose qui était déjà naturel de base quand je suis venue ici. Le tatemae en fait c'est pas quelque chose qu'on va utiliser entre amis ou quoi par exemple, c'est plus dans les interactions qui sont formelles ou en tout début de relation. Et puis avec le temps, petit à petit, en étant plus proche de la personne, elle va s'ouvrir et puis montrer sa vraie personnalité. Mais en fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve même en France quand vous rencontrez une personne. Petit à petit, vous apprenez à mieux la connaître, à mieux voir sa vraie personne, sa vraie personnalité. Et donc c'est un petit peu la même chose avec le tatemae, le honne en gros. C'est que au début, on est plus, on fait plus attention à ce qu'on dit, on fait plus attention à comment on se comporte, etc. Et puis au bout de plusieurs mois, de plusieurs années de relation, et là on se montre plus, on se lâche plus, et en gros c'est ça quoi.
Oula, la luminosité elle est bizarre, pourquoi je suis toute orange? Je crois que c'est le banc. J'ai posé la caméra sur un banc, il y a de la lumière et du coup ça me reflète en orange, bon c'est pas très grave. Donc voilà, avec le tatemae, on dit souvent que les japonais ne sont pas eux-mêmes, etc. Mais moi je trouve que c'est pas vrai du tout. C'est pas parce qu'ils vont utiliser des mots polis avec vous qu'ils sont forcément malhonnêtes dans ce qu'ils font, dans les paroles qu'ils vous tiennent, dans les paroles qu'ils disent. Je pense sincèrement qu'il y a de l'honnêteté et c'est juste qu'ils sont polis quoi, en vous le disant. Pour vous donner un exemple de pourquoi j'aime bien le tatemae, c'est bizarre de dire ça, hein, mais pourquoi ça me dérange pas et pourquoi au contraire parfois l'honnêteté un petit peu trop brute en France me dérange. Quand je dis aux personnes que j'allaite encore ma fille, ici au Japon on ne fait pas du tout de remarques, à la limite on me pose des questions en mode ah oui, est-ce que c'est normal en France d'allaiter aussi longtemps, on va être curieux. Alors qu'en France, quand je le dis, généralement c'est « Ah ouais, mais tu vas l'allaiter jusque quand? Tu vas l'allaiter jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans? À un moment donné, il faudrait couper le cordon peut-être. Hein. » Là, dans ces cas-là, les gens me donnent leur opinion honnête sur le fait que j'allaite encore ma fille, quelque chose qui est très personnel et intime en fait. Et donc ça, c'est juste un exemple. Mais vous voyez, quand vous parlez avec des gens et qu'on vous donne une opinion comme ça qui pique un petit peu, c'est pas agréable quoi. Ça me fatigue parce qu'en fait, c'est... de la soi-disant honnêteté, mais en fait c'est hyper intrusif. Et c'est là, dans ce genre d'interaction, que je trouve que le tatemae a du bon. Je pense que même si ça choque certaines personnes et qui pensent que c'est bizarre ou quoi que ce soit, ils vont jamais me le dire frontalement comme ça. Alors oui, certes, on peut dire que c'est une façade, mais pour moi, ça marque aussi une forme de respect pour tout ce qui est sphère intime. Et franchement, ça fait du bien. En fait, c'est un calme social qu'on apprend à apprécier au fur et à mesure du temps. Moi, je vous avoue que je l'ai apprécié direct. Je pense que quand on commence à apprendre et à connaître bien la culture, on l'apprécie au bout d'un moment, clairement. Et on prend plus ça comme une forme d'hypocrisie ou quelque chose qui est contre soi. Il y a des petits moustiques ici. Et écoutez, c'est parfait parce que ça me permet aussi de parler de la maternité ici, dans le sens où le Japon m'a changé, il a changé aussi ma vision de la maternité, mais assez fortement. Quand j'étais en France, j'avais pas spécialement envie d'avoir d'enfants. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, j'étais jeune, hein, comme je vous ai dit, je suis venue au Japon à 24 ans, donc c'est vrai qu'avant cet âge-là, ça arrive souvent qu'on pense pas forcément avoir des enfants, etc. Ça peut venir plus tard. Mais c'est vrai que même toute mon enfance et tout, j'étais pas du genre à jouer avec des bébés ou des poupées ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de petits frères ni de petites sœurs, donc ça joue peut-être aussi. Même mes parents, je pense qu'ils se doutaient jamais qu'un jour je deviendrais maman, genre pour eux je n'allais pas avoir d'enfant. Je crois que c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai eu ma fille, ils m'ont dit on pensait vraiment que tu n'aurais pas d'enfant. Mais je les comprends parce que c'est vrai que j'y portais aucun intérêt quand j'étais en France. Alors que quand je suis arrivée au Japon, je sais pas si c'est ça qui a changé ma vision ou pas, mais je me suis rendu compte à quel point les enfants ici ils étaient valorisés, appréciés à leur juste valeur en tant qu'être humain en construction, petit être humain auquel il faut prendre soin et qui sont hyper mignons et rigolos et qui vous apportent plein de choses en fait. C'est vrai que ça c'est quelque chose que je retrouvais pas spécialement en France. Donc voilà, quand je suis arrivée ici, ça m'a fait un espèce de choc culturel positif dans le sens où par exemple, anecdote, il y a quelques jours, on est allé au Stitch Café à Shinjuku. N'y allez surtout pas d'ailleurs, je vais sortir un reel dessus parce que c'était... Enfin bref, j'en dis pas plus, je le mettrai sur mon Instagram, mais n'y allez pas. Ma fille, elle était surexcitée, genre je l'ai jamais vue dans cet état-là, je pense que c'est parce qu'elle avait pas beaucoup dormi. Et du coup, elle voulait sortir du café, courir de partout dans le centre commercial, elle grimpait sur les chaises et tout, enfin vraiment c'était une petite tornade. Ça aurait pu saouler les gens qui étaient dans le café, ça aurait pu les agacer ou quoi que ce soit, mais c'était pas le cas. Est-ce que c'est une forme de tatemae aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, les gens, ils souriaient, ils lui faisaient coucou, les serveuses, elles rigolaient. Il n'y avait pas de pression en fait, tout allait bien. Bon, nous, forcément, avec Mitsu, on était un petit peu gênés, on essayait de la calmer un petit peu pour que ça se passe bien et qu'elle ne dérange pas les autres. Mais je veux dire, en fait, les gens autour de nous nous faisaient comprendre implicitement que ça allait, qu'il n'y avait pas de souci. Alors que je sais que malheureusement, en France... je suis désolée, hein, j'ai l'impression de beaucoup critiquer la France, mais c'est pas mon but ici. C'est vraiment juste de vous montrer comment ma vision des choses elle a changé d'un pays à l'autre. En France, et ça c'est une réalité, hein, malheureusement, c'est pas mon avis ou quoi que ce soit,
On a tendance à moins respecter les enfants pour ce qu'ils sont. On a une vision de méfiance envers les enfants. Quand on sort du système qui est en France et qu'on l'observe de loin, on se rend compte à quel point il y a des choses qui sont pas vraiment normales. Et donc voilà, je pense que j'avais une vision de l'enfance qui était plutôt connotée négativement quand j'étais en France. Et ça a switché vers quelque chose de positif quand je suis arrivée au Japon, à tel point que ça m'a pris de passion vraiment la maternité. Genre je regardais des émissions comme La Maison des Maternelles, etc. En devenant maman, le fait de voir que le système ici accepte les enfants, que tout est fait en sorte pour que vous vous sentiez bien en tant que parent, qu'il y ait des baby rooms de partout, des Junichitsu, des salles d'allaitement aussi qui sont disponibles un petit peu de partout. Que ce soit pas du tout galère de se déplacer avec une poussette, qu'on puisse prendre le métro sans problème avec. Voilà, je pense que tout ça, ça a complètement changé la vision que j'avais de la maternité et des enfants. Et aussi, je pense que le fait d'être dans un environnement paisible, comme je vous le disais plus tôt, et où je me sens en sécurité, ben forcément, ça m'a plus mise en confiance pour avoir des enfants et pouvoir les élever dans un endroit paisible. Voilà. Mais bon, malgré toutes ces choses positives, je tenais quand même à revenir un petit peu à mes débuts ici au Japon parce que ça n'a pas été tout rose, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Mes débuts ici ont été un petit peu chaotiques et je pense que ça peut être le cas d'autres personnes qui vont venir ici, qui viennent ici, qui s'installent au Japon ou même qui viennent en voyage. Donc j'aimerais bien aussi vous parler un petit peu de ça. Je pense qu'on va changer d'endroit parce que là le soleil tourne et je l'ai en pleine tête, ça va pas du tout. Je vous rappelle qu'il fait 36 degrés. On va peut-être aller dans un café, je vois un petit café là-bas qui a l'air très très mignon. Je crois que c'est un espèce de bistrot français en plus, donc ça peut être marrant. Bon bah pas de chance, le café où je voulais aller, ça s'appelle Café du Lièvre en français, il est fermé aujourd'hui. Pas de chance, ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller, ça fait plusieurs années que je me dis putain ça a l'air sympa comme endroit, j'aimerais bien y aller. Mais écoutez, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Bye. Je suis un petit peu deg parce que tous les endroits où j'essaie d'aller ils sont fermés. Tous les cafés sont fermés. Je sais pas, le mardi apparemment c'est un jour où il y a beaucoup de choses qui sont fermées, dont les musées et les cafés. C'est pas grave, je me suis pris un petit café latte au Combini au 7-Eleven. C'est très très bon, je pense que c'est un de mes préférés. Family Mart ou celui-là, je sais pas trop. Franchement j'aime les deux. Oh je revis là, je revis, on va pouvoir continuer la vidéo. Bon je me suis calée sur un parking, là on est à côté de la gare de Inokashira, c'est le 7-Eleven qui est en face de la gare de Inokashira, voilà. Je sais pas si cette information est importante, je vous disais que j'avais connu des moments quand même assez difficiles ici au Japon, notamment les premières années où je suis arrivée, surtout la première année qui était très compliquée au niveau des relations humaines parce que j'ai eu des ex japonais. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs pour vous raconter un petit peu mes relations passées avec des japonais. C'était vraiment pas l'idéal, mais c'est pas parce qu'ils étaient japonais qu'ils étaient comme ça, c'est parce que juste c'était des personnes qui étaient pas forcément très saines dans leur état d'esprit, dans leur façon de vivre, etc. Donc il y avait ça, il y avait aussi le souci de la solitude. Je me sentais très très seule quand je suis arrivée au Japon. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Même si je me sens isolée aujourd'hui, mais c'est pour une raison vraiment différente. C'est parce que je suis devenue maman il y a 2 ans et demi et que je pense que quand on est jeune parent, c'est pas quelque chose de rare d'être isolé, que ce soit au Japon ou en France. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent éloignées de leur famille, même si elles vivent dans le même pays. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les premières années, c'était pas facile. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure du temps, je pense que j'ai apprivoisé un petit peu la culture d'ici, les codes sociaux. Et maintenant je me sens vachement bien en fait, je me sens vraiment à ma place et j'ai plus de peur comme je pouvais l'avoir au début, notamment avec le regard des gens ou le tatemae dont on parlait tout à l'heure, la peur que les Japonais soient différents de nous, qu'ils soient hypocrites, etc. Ce sont des êtres humains comme vous et moi et vous pouvez être amis avec des Japonais, ce n'est pas du tout impossible. Je sais qu'il y a une idée reçue qui est très forte aussi, que les Japonais sont des robots, enfin ils sont très déshumanisés en fait. On en parlait ce matin avec Mitsu et c'est vrai qu'on a tendance, que ce soit dans les médias ou même dans d'autres vidéos YouTube, à déshumaniser les personnes qui vivent ici en disant les Japonais sont comme ci, comme ça, alors que bah non, ce sont des êtres humains comme tout le monde quoi. Il faut pas trop mystifier les gens qui vivent ici, ils ont un quotidien comme vous, comme moi, ils vont au travail, ils ont des amis, ils ont une famille, ils ont des enfants. Enfin voilà quoi.
J'ai l'impression de dire des bêtises et des banalités. C'est vrai que c'est important de le rappeler quand même parce qu'on a tendance à parler de robots, de petites fourmis, etc. Mais non, moi je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est mauvais de penser ça d'une population, c'est bizarre en fait. Je vais essayer de trouver un endroit pour me poser quelque part parce que la caméra est lourde, mine de rien. Par contre, j'ai plus qu'une barre de batterie sur ma caméra, j'espère que ça va tenir, sinon ça va être de la galère. Je veux terminer cette vidéo avant de plus avoir de batterie, j'en ai pas pris d'autres. Donc voilà, le Japon m'a changé, mais je pense que en fait c'est vivre à l'étranger déjà qui vous transforme un petit peu, ça vous force à avoir une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément quand on vit depuis toujours dans le même pays. C'est pas quelque chose de négatif en soi, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'on découvre soit en voyageant beaucoup, soit en s'expatriant quelque part, parce qu'on est obligé en fait de s'ouvrir à la culture pour pouvoir comprendre certaines choses, certaines nuances, et comprendre que nos réflexes de penser à nous ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres cultures, et voilà, on n'a pas le choix en fait, on est obligé. Je pense que le fait de vivre au Japon, ça a profondément changé ma manière de penser, d'observer les choses. Ce que je retiens de tout ça, c'est que ce pays, il m'a permis de me reconnecter à une facette de moi-même que j'avais du mal à accepter en France, que j'avais du mal à montrer en tout cas. Comme je vous parlais au début, que j'avais l'impression que ma mentalité était déjà adaptée à la mentalité japonaise, c'est un petit peu ça. Ça m'a permis un petit peu de me recentrer et de pouvoir mieux m'accepter mentalement. Et je me dis aussi peut-être qu'au fond, l'expatriation, c'est aussi un petit peu ça. On dit expatriation, patrimoine, expatriation, je sais pas. C'est découvrir un autre pays, certes, mais c'est aussi découvrir une nouvelle facette de soi, une nouvelle facette de son esprit. Vivre dans un pays qui est aussi éloigné que le Japon dans la manière de penser, c'est tellement différent que ça nous apprend aussi l'humilité, dans le sens où on cesse de penser que notre façon de vivre, notre façon de penser est universelle en fait. Enfin bref, c'est comme ça que se termine ce vlog. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît, si vous avez des questions, s'il y a d'autres vidéos dans le même thème que vous aimeriez bien que je fasse. Et n'hésitez pas à mettre l'option boost sur YouTube, je sais que c'est quelque chose de nouveau, ça peut aider à mettre en avant une chaîne, en avant une vidéo. J'ai vu que sur mon vlog à Okinawa, vous aviez été hyper nombreux à mettre des boosts justement, et elle était numéro 19 je crois des boosts en France, donc voilà, c'est un truc de fou, merci beaucoup à vous. Je pense sincèrement que ça aide beaucoup la chaîne et ça m'aide beaucoup aussi. Je remercie encore une fois Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un lien en description si jamais l'offre de 83% de réduction et de 4 mois gratuits vous intéresse. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.